L'ouvrier et la kolkhosienne est un groupe sculpté composé de deux figures, une femme, la kolkhosienne, et un homme, l'ouvrier. Ils brandissent respectivement la faucille et le marteau. Cette œuvre monumentale en acier inoxydable, mesurant 25 mètres de haut et pesant 80 tonnes, a été réalisée par Vera Moukhina en 1937. Cette œuvre est une commande de Staline qui dirige alors l'URSS. La planification économique qu'il met en place à ce moment-là donne la priorité à l'industrie lourde et à la collectivisation des campagnes. Cette statue a été réalisée pour décorer le pavillon soviétique de l'exposition universelle de Paris en 1937. Elle faisait face au pavillon allemand surmonté de l'aigle nazi. Puis, elle a été ramenée à Moscou. Elle appartient au courant artistique du réalisme socialiste, né officiellement en 1934, suite à un congrès de l'Union des écrivains soviétiques. Il s'agit de représenter la réalité historique afin d'éduquer, de réfléchir, de stimuler l'action marxiste. Les œuvres sont faites pour impressionner. L'art devient alors un outil de propagande pour glorifier le régime soviétique. Dans le cadre de cette présentation, nous essaierons de comprendre en quoi cette œuvre d'art, commandée par un régime totalitaire, devient un outil de propagande, en décalage par rapport à la réalité. C'est un groupe sculpté, composé de deux personnages, une femme et un homme. Ils sont habillés simplement et sont en mouvement. Leurs vêtements flottent au vent. Dans un même geste, ils tendent vers le ciel des outils, une faucille et un marteau. Ils sont jeunes, vigoureux et robustes, et leur allure paraît énergique, car on distingue bien leurs muscles tendus dans cet effort qu'ils réalisent ensemble. D'après le titre de l'œuvre, la femme est une kolkhosienne, qui brandit la faucille, symbole de la branche paysanne du prolétariat. L'homme est un ouvrier, un marteau à la main, il symbolise l'autre branche du prolétariat, l'industrie. Ces deux éléments réunis forment le symbole du communisme soviétique que l'on trouve sur le drapeau de l'URSS. Les deux personnages vont fièrement de l'avant. Ils sont dans un élan qui représente le progrès et le bonheur, l'avenir en marche, et cette dynamique est renforcée par le fait que nous les voyons d'en bas en contre-plongée. Ils montrent l'unité et l'égalité du peuple russe entre hommes et femmes, ouvriers et kolkhosiennes, désormais nouveaux héros d'une société sans classe, dans laquelle la classe ouvrière a pris le pouvoir et la classe bourgeoise a disparu. L'épanouissement de chacun passe par le travail de tous à la construction d'une société nouvelle, le kolkhoz, qui est un lieu de la mise en commun des terres, des outils, du travail, tout comme l'usine. Dans cette composition, chaque position est pensée afin de signifier les objectifs du régime. Le message doit être clair. Les mains unies représentent l'union des classes populaires. Les pieds et les bras vers l'avant signifient que le pays va de l'avant vers l'avenir et traduit la volonté de servir de modèle au reste du monde. Le bras vers l'arrière symbolise l'effacement du passé. Le choix de personnages jeunes et vigoureux montre l'espoir mis dans la jeunesse saine pour développer l'URSS et promouvoir le socialisme. Les cheveux et les vêtements qui volent au vent représentent l'air de la liberté qui souffle sur la nouvelle société. Le socle symbolise la grandeur de l'URSS et du régime stalinien. L'attitude des corps rappelle la gestuelle des soldats et traduit l'engagement total du travailleur au service de sa nation. Les expositions universelles ont pour but de montrer au monde entier l'avancée technologique du pays concerné. Cette œuvre a été pensée et réalisée en partie pour cela, mais aussi pour montrer une image rassurante et positive du pays dans lequel le régime communiste travaille au bonheur et à l'égalité de tous. À partir de 1929, Staline décide d'accélérer la transformation de l'économie planifiée selon les objectifs à atteindre. Pour cela, le premier plan quinquennal donne la priorité à l'industrie lourde, base de toutes les autres activités économiques selon Staline, pour motiver les ouvriers à produire toujours plus. La propagande utilise des modèles à suivre. L'ouvrier de la sculpture peut alors envoyer au mineur de fond Stakhanov, qui est considéré comme un héros national en URSS, puisqu'il dépasse tous les records de production. La modernisation de l'agriculture passe par la collectivisation des terres. La kolkhosienne de la sculpture devient le nouveau modèle de la paysannerie, pourtant hostile à la collectivisation forcée, imposée par Staline à travers les sovkhozes et les kolkhozes. Vera Moukhina a réalisé une œuvre qui correspond bien aux critères exigés d'un artiste à l'époque stalinienne. L'art doit glorifier les valeurs défendues par le pouvoir, communisme, force du prolétariat,
ouvriers et paysans, modernisation et puissance de l'URSS qui montrent le chemin d'un monde nouveau. L'art doit être accessible à un public sans référence artistique et doit servir à l'éducation idéologique du peuple. L'ouvrier et la kolkhozienne se rattachent donc au réalisme socialiste imposé par Staline en 1934, destiné à la propagande du régime soviétique. La réalité est tout autre. L'ouvrier et la kolkhozienne est une œuvre de propagande au service de l'idéologie d'un régime totalitaire. Entre 1931 et 1933, la collectivisation des terres entraîne une terrible famine qui provoquera la mort de presque 8 millions de personnes. On est loin du communisme triomphant et de la société heureuse vantée par l'œuvre de Mera Moukhina. On pourrait rapprocher l'ouvrier et la kolkhozienne d'autres œuvres. En Corée du Nord, aujourd'hui, il existe toujours un régime totalitaire s'inspirant du communisme stalinien et utilisant la même propagande. Ce régime socialiste se déclinait aussi en Chine sous l'ère de Mao Tse-tung. On pourrait également le comparer au réalisme héroïque développé par les nazis entre 1933 et 1945, art de propagande qui cherchera à vanter cette fois une société nouvelle, nettoyée de toute impureté raciale.